Nous avons le plaisir de reprendre nos activités suspendues un certain temps pour des raisons indépendantes de notre volonté. Notre association à vocation culturelle a été fondée en 1949 par Reşit Safet Atabinen, éminente personnalité de son époque, et comptait à son origine 24 membres turcs et 8 français. L'année qui s'ouvre, 2024, sera particulièrement importante pour nous, puisqu'elle sera celle de 75e année de notre fondation. L'année qui s'est achevée a été celle du centenaire de notre République de Turquie. Et dans le cadre de cette commémoration, nous avons voulu, nous aussi, apporter notre contribution en invitant pour notre première conférence M. Uluç Özelker, une personnalité marquante, ancien diplomate. Il a mené une brillante carrière à l'échelle internationale, mais il a eu également un parcours universitaire très foisonnant et nous savons qu'il a été diplômé en 1961 au lycée de Galatasaray. Que dire de plus? Écoutons-le maintenant nous parler de cette République désormais centenaire. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Mes jours avec la France ont débuté en 1952. Et par la suite, je n'ai cessé d'avoir des relations très amicales avec pas mal de mes compatriotes, mais en même temps, je me suis francisé un petit peu, si vous voulez bien, par la suite. Donc, quand je servais en France à Paris, une fois M. Sarkozy m'a dit tu as la même tête que nous, tu sais. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est que la tête? Ça ne veut pas dire grand-chose tout seul, n'est-ce pas? Chaque fois que j'essaie de convaincre sur quelque chose, tu commences par dire oui, mais. Alors le mais, c'est normalement pour nous, les Français, nous descendons dans la rue pour régler nos affaires. Nous choisissons notre gouvernement, mais il ne dure pas plus que 6 mois au total, après quoi nous sommes obligés d'être toujours contre. C'est ainsi que les choses se développent à l'époque. J'ai également essayé de partager une petite anecdote. Enfin, c'était vraiment quelque chose que nous avions vécu avec mon père. L'année c'est 1953, 52, été 52, 53. Et nous sommes allés à Paris avec mon père. Et l'automne, le centre de l'automne, c'était à l'époque Paris. Donc, comme la Turquie est entrée en 1952 à l'automne, nous avons été transférés tous ensemble vers Paris, de la Turquie bien entendu, parce que c'était le début de la Turquie dans cette organisation. Alors, que s'est-il passé? Personne ne parlait français. Mais par contre, en Turquie, personne ne parlait autre que l'anglais. Parce que les Américains qui ont investi en Turquie, beaucoup investi même, alors nous avons été poussés à parler en anglais que dans toute autre langue étrangère du monde. Mais par la suite, c'était l'allemand avec l'exode de pas mal de Turcs vers l'Allemagne, etc. Et en France aussi, nous avons plus de 600 000 Français d'origine turque, dirais-je, qui y vivent. Et ils ont la même mentalité qu'un Français, rien ne change. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes allés, il faut manger quelque chose, la première nuit, ça va.
mais personne ne parlait l'anglais. Au restaurant, tout était marqué en français, pas l'anglais. Mais personne ne parlait l'anglais d'ailleurs. Enfin, c'était une insulte pour eux quand ils entendaient que quelqu'un parlait autre langue que le français. Alors, un restaurant, deux restaurants, trois restaurants. Entrer dans le restaurant, demander une fois, rien ne va plus, et nous sommes rentrés à l'hôtel. Et là, nous avons décidé de demander aux garçons de cuire pour nous un bon œuf. Bon. Mais le garçon nous guettait, il nous regardait comme ça, sans réaction. Et vous vous dites l'anglais, le turc, tout, mais ça ne va pas. Alors, l'ami qui accompagnait mon père, il était avec nous, nous étions rentrés de l'hôtel ensemble. Tout d'un coup, il a dit laissez-moi faire. Il a monté sur une chaise, il a dit et là, quand le garçon a regardé, il a dit ah, l'œuf, il a dit. Et vous savez, quand enfin, vous parlez turc aussi autant que français, et vous savez que quand turc, œuf veut dire enfin, ça suffit. Ça, c'est autre chose parce que, ah oui, c'est l'œuf. C'était notre première expérience avec la France, comme ça. Maintenant, nous parlons un peu bien, ça va toujours. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous imposer la nuit d'un long discours. C'est ainsi que les Français commencent toujours à parler, sans pouvoir terminer le discours en temps voulu. Alors, vous me considérez un bon turc, j'espère. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je vais le résumer très brièvement, et par la suite, je mettrai ma main faussée pour qu'il n'y ait pas d'excès. Parce qu'une fois que vous commencez à parler, le temps de... Voilà. Normalement, je vais partager avec vous trois choses. Premièrement, Atatürk, j'ai apporté avec moi. C'est très rare qu'en France, en octobre-novembre de l'année passée, il y a une publication qui dit pour ce siècle, le siècle turc. Et comme vous lisez, la plupart des auteurs sont français, donc c'est très rare d'entendre en français que la Turquie a un avenir certainement très réussi si elle continuait sur sa lancée antérieure. Il parle également d'Atatürk, il parle un peu de tout. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'ai apporté avec moi cette illustration qui est très bien. Quand vous la lisez, vous voyez que il n'y a pas de parti pris. Parce que normalement, un Français, quand il écrit, il a toujours un penchant pour son pays et pour ses propres vices et avantages, et que de dire objectivement ce qu'il voit. Or ici, c'est le contraire. Quand je dis le contraire, cela ne veut pas dire que le siècle turc, bon d'accord, mais c'est excès. Et c'est ici ce qu'il a dit. En réalité, le 21e siècle ne sera pas, n'appartiendra pas à un seul pays, mais ce sera un amalgame de plusieurs pays du monde. Et même actuellement, l'Ouest commence à perdre son prestige et son poids, économiquement, politiquement, etc. Et c'est l'Asie qui prend sa place. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le 21e siècle, c'est autre chose. Mais comment gouverner le 21e siècle avec
toutes les difficultés qu'il nous apporte en vitesse. Et par exemple, avec mes grandes filles, on ne s'entend plus. Elles s'appellent, enfin, elles ont le même nom que partout dans le monde, mais en Turquie aussi, le Z. Le Z. Qu'est-ce que cela veut dire? Liberté totale. Si tu viens m'expliquer quelque chose, alors n'impose pas ton idée. Essaie d'expliquer ce que tu penses et discutons. Quand vous partez avec ce dicton, vous tombez automatiquement dans le piège et vous devenez très facilement un bon français. Parce que normalement, le panel, par exemple, c'est très français, n'est-ce pas? Quand on commence à parler, oh, ben, regardez un peu la télévision en France, les Français aiment parler, aiment discuter. Mais actuellement, même en Turquie, les petits par rapport à moi, bien entendu, les grands du demain, ils représentent autre chose. Ils représentent le monde du XXIe siècle. Mais quand je regarde un peu le passé, Atatürk, je commencerai peut-être par partager avec vous une conversation que j'ai eue avec Muammar Kadhafi quand j'étais ambassadeur en Libye. Il m'a dit, enfin, nous échangeons des propos, nous discutions de nos vices autant que de nos avantages vis-à-vis l'un de l'autre. Donc, il a dit à un moment donné, j'aime beaucoup la Turquie et les Turcs, mais je n'aime pas Atatürk. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'Atatürk a fait? Il est même venu pour organiser votre armée, pour combattre les Italiens, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il n'a rien fait de mal. Il a dit, non, c'est pas comme ça que je vois. Il a dit, dans l'Empire ottoman, comme musulmans, nous étions à l'apogée de notre histoire. Parce que l'Empire ottoman était un empire basé sur la religion, avec cette religion à laquelle nous appartenions également. Nous partagions le succès que cet empire avait dans ses mains. Toujours en haut. Quand il a opté pour l'État-nation avec la République turque, c'est en réalité, c'est en nous qui nous aurait fait le mal. Parce que nous ne sommes pas capables de combattre notre ennemi, qui est beaucoup plus fort que nous-mêmes. Et dans ce contexte, tout ce dont nous sommes capables de faire vis-à-vis de notre ennemi, c'est de prier Dieu. Et Dieu, malheureusement, comme vous croyez en Dieu, mais vous ne faites rien d'autre, ne vous aide guère. Donc, Atatürk, en faisant de la Turquie un État-nation qui ne se base pas sur la religion, je vais vous donner certains chiffres dans ce contexte tout à l'heure, pour vous montrer quelle a été la nouvelle république à laquelle nous sommes entrés en hâte, si vous voulez bien. Je vais partager avec vous ces chiffres également, ces dates. Mais une chose est certaine, ma réponse. Je lui ai dit, tu connais Atatürk? Il a dit oui, c'était un grand chef d'État, il était un grand homme, il était.
Il connaissait Atatürk. Mais je ne l'aime pas. Pourquoi? C'est à nous qu'il a fait le mal, pas à vous. Donc, c'était une approche plutôt personnelle. Mais ceci étant, ma réponse était un choc pour lui. Il a préféré se tuer que de répondre à ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais écoute, à l'époque, nous étions un empire fini. À partir de la Révolution française, notre déclin a pris plus. Enfin, nous avons vu la fin, le terminus qu'avec la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que à l'époque, nous partagions. Je m'appelle de l'Allemagne. Une jolie dame m'appelle d'Allemagne. C'est dangereux, il faut Enfin, je lui ai dit, nous avons survécu tous les problèmes auxquels nous avons dû faire face après la Révolution française, mais une chose est certaine, c'est grâce à la diplomatie à laquelle nous sommes restés attachés que nous avons réussi jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y avait à l'époque d'abord 3 pays, et par la suite 2 pays sont réussi à ajouter par la suite, lesquels la Grande-Bretagne et la France, qui étaient les 2 grands pays qui dominaient le monde en réalité. Pour la Grande-Bretagne, on disait le soleil ne coucherait jamais. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pas mal de terrain partout dans le monde. Enfin, c'est comme si s'ils avaient le droit d'obtenir tout ça pour rien, etc., etc. Mais c'était le colonialisme. Et au XIXe siècle, il y avait, au XIXe siècle, il y avait 2, en réalité, pays qui gouvernent le monde. Ils avaient également créé, avec la Convention de Vienne en 1815, ils avaient créé une réunion, un ensemble formé par les 6 gouvernants du monde à l'époque. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils se consultaient et la décision était prise malgré l'existence de tout autre pays pour lesquels, cette fois, les décisions prises n'étaient pas valables. Mais en tout cas, consultation. C'est pourquoi, pour le XIXe siècle, nous l'avons appelé le siècle de consultation. Alors, avec la Première Guerre mondiale, tout a changé. Seulement en Europe. Après la guerre, nous avons vu la création de 47 pays nationaux. Alors, les 6 pays du XIXe siècle ont disparu de la scène. Ils n'étaient plus ceux qu'ils étaient avec le pouvoir qu'ils avaient en main au XIXe siècle, c'était fini. Et que s'est-il passé? Il fallait s'organiser autrement. Alors, on a créé tout d'abord la première des Nations Unies du monde, en 1820. Et le monde était encore une fois gouverné par 2 pays triomphants, la Grande-Bretagne et la France. Mais la France, à l'époque, a fait, c'était une gaffe de sa part, parce que pour se venger, vous savez qu'en 1871, il y a eu un très grand problème pour la France. Bismarck était le coupable, le responsable pour ce faire. Il est venu gagner la guerre contre la France et par la suite, Alsace-Lorraine
disparu. Et donc, une fois que la France a retrouvé de son pouvoir en main, la première chose qu'il a voulu faire, c'était le retour en arrière avec cette fois-ci une sorte de vengeance sur l'Allemagne. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est en réalité la mort de 70 millions de personnes pour rien, seulement pour cette faute politiquement qui rend la France coupable peut-être. Et on n'a pas su faire marche arrière par la suite, donc c'est le monde entier qui en souffre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci, c'est les États-Unis qui sont venus s'installer à leur place, parce que la Grande-Bretagne et la France avaient perdu tout le pouvoir. Et donc c'est un autre monde. Pourquoi je vous explique tout ça? Après la Première Guerre mondiale, même avant la Première Guerre mondiale, j'ai dit que nous avons survécu 2 siècles encore à une confrontation colonialiste. Nous avons joué, grâce au Bosphore, nous avons joué le Bosphore contre les Russes et les Russes contre les Français et les Anglais. Et par la suite, à la deuxième moitié du 19e siècle, il y a l'Allemagne et l'Italie qui s'y ajoutaient, donc il y a encore plusieurs pays qui veulent prendre leur part au Bosphore, et ceci fait que la Turquie joue une fois sur l'un, une fois sur l'autre, et que la fin de l'Empire ottoman était vécue dans ces conditions que seulement avec la fin, la défaite totale de l'Empire ottoman en tant que de l'Allemagne, donc en 1920. Qu'est-ce que nous avons en main? Atatürk. Je vous ai expliqué tout ça, et tout de suite après, j'entre maintenant un peu sur, je vais avoir les chiffres. Atatürk a proclamé non seulement notre indépendance tout d'abord. La Première Guerre mondiale, c'est fini, et Atatürk n'a jamais voulu. Je vais citer ce qu'il avait dit à l'époque concernant ce problématique, si vous voulez bien. Je vais vous donner quelques petits exemples sur la manière dont il voyait, comment il voyait les choses, Atatürk. Mais une chose est certaine. Atatürk, au début, a regardé en rentrant au pays et il traversait le Bosphore. C'était un petit moteur. Il a regardé à tous les navires qui fermaient le Bosphore. Il a dit, vous allez partir comme vous êtes venus. Ne vous en faites pas. Et par la suite, il a dit, ce n'est pas la fin pour vous. C'est seulement un début. Vous allez voir, vous allez envahir. Tout de suite, je vous donne, je vais vous citer deux chiffres. Bon. La République, c'est comment? 29 octobre 1923, il y a 100 ans. Pourquoi le 19 octobre? Il aurait pu, enfin, il lui était possible de choisir une autre date. Par exemple, le mois d'août ou le début septembre. Parce que chaque année, vous avez une fête nationale devant vous, et le mois d'octobre, début novembre, fin octobre, c'est un peu risqué. C'est parfois froid, parfois pluie, parfois neige, etc.
Et puis il aurait pu annoncer une autre date, mais il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que la fin de l'Empire ottoman a été la signature d'un accord imposé sur l'Empire ottoman le 30 octobre 1919. Ils ont rassemblé autour d'une table, ils ont dit l'Empire ottoman c'est fini, et depuis il n'y a plus d'empire, il n'y a ni Turquie ni rien. Vous serez entouré de tous les autres pays qui vont gouverner en votre nom désormais, et vous aurez seulement une partie de votre territoire en Anatolie, le reste, oubliez-le. Et ceci étant, une demande ou bien une manière de réagir, de riposter pour dire non, etc. n'est pas possible parce que c'est la fin de l'Empire, c'est fini. C'est pas facile de digérer, mais c'est comme ça. Alors, la Turquie, le 30 octobre, vous êtes venus prendre de nous-mêmes notre indépendance et notre avenir, et nous rentrons dans notre pays après avoir gagné notre guerre, non pas contre les Grecs, mais contre les gagnants de la Première Guerre mondiale. N'oubliez pas que l'armée grecque qui a été envoyée, les Britanniques n'étaient pas très fiers d'eux-mêmes parce que tout de suite après, il y a eu un changement gouvernemental, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et ils ont envoyé les Grecs pour envoyer la Turquie. C'était malheureusement une très mauvaise politique de leur part également. Lord Curzon, c'est un phénomène. Et la Turquie, en réalité, n'a pas combattu que les Grecs et les Britanniques qui s'étaient mis derrière eux pour former une seule nation devant la Turquie. Je ne parle pas de la France dans ce contexte. Pourquoi la France, la Grande-Bretagne, enfin la France et la Grande-Bretagne ne sont guère. L'histoire nous la démontre, même aujourd'hui, il y a toujours une problématique quelque part, et ça marche difficilement. À l'époque, les Français considéraient comme être mal jugés par les Britanniques et privés des intérêts qui leur incombaient en tant qu'aux Britanniques après la guerre. Donc, ceci n'était pas possible, qui fait que la France, en 1920, s'est séparée de la Grande-Bretagne et est venue signer un accord de paix avec le nouveau pays naissant, la Turquie, avec Atatürk. Si pendant la guerre d'indépendance nous avons réussi, c'est grâce également aux Français et à ceux qui nous ont apporté. Par exemple, la France a laissé tout leur armement derrière eux. Ils ont dit à quoi cela sert, la guerre est finie. Ces armes ne sont pas. Enfin, elles ont vieilli autant que le reste. Nous les donnons à la Turquie et faites comme vous voulez. Et si, pendant la guerre, nous avons réussi à introduire pas mal de choses dans le pays, c'est tout d'abord grâce aux Russes. Jamais le communisme n'a été accepté par l'Atatürk. C'était un grand homme qui savait jouer sa politique avec les Russes.
mais les Russes ont envoyé leur quatuor, autant que les Français également, et qui fait que la guerre d'indépendance a été gagnée. Maintenant, Atatürk dit le 29, nous avons gagné, ne vous en faites pas, le 30 c'est fini. La poubelle, elle est là. C'était ainsi qu'il avait montré qu'il avait élevé sa voix contre l'Empire non seulement grec mais à l'époque, mais également britannique. Qu'est-ce qu'Atatürk a trouvé quand il est rentré en Turquie? Et comment il a réussi? Maintenant, avant de vous donner des chiffres dans ce contexte également, je continue avec ce que je n'ai pas encore dit. Je sais que je ne l'ai pas dit, ma réponse à Kadhafi. J'ai dit à Kadhafi, avec les chiffres devant moi, quand je les regarde, je dis, Atatürk était pour nous les Turcs le don de Dieu. Dans le Coran, je suis un croyant, mais pour le reste, je ne suis pas un très grand expert en la matière. Mais ce que je veux dire, c'est le Coran. Il dit, j'ai envoyé à tout peuple qui est en danger ou en désastre un paygamber. Le nombre de pégambers dans le monde envoyés par Dieu à tous ces peuples qui demandaient secours, mon Dieu, le nombre s'élève à des milliers et des milliers. Donc, il n'y a pas qu'un seul ou trois ou quatre prophètes, comme on l'a dicté. Il y a plusieurs prophètes venus pour. Comme je vais vous citer les chiffres très brièvement, mais avec un peu de vitesse, vous allez voir que même pour Atatürk, avec le don qu'il a reçu de Dieu, il n'était pas possible de surmonter toutes ces difficultés et d'arriver au bon résultat qui comprend deux grands mots, l'indépendance pour toujours et la proclamation de la République par la suite. Sans indépendance, la République ne vaut rien. Le 29 octobre, c'est l'indépendance gagnée avec Lausanne, le traité de Lausanne, et à laquelle on a ajouté, à cette convention, on a ajouté, cette fois-ci, la République. Si j'étais à l'époque un Atatürk, par exemple, je me demande avec ces chiffres, est-ce que j'aurais pu faire la même chose? Impossible. C'était un grand homme, mais il y avait une aide incroyablement existante. Personne ne le voyait, mais non seulement son génie, c'est lui-même le génie, mais pour le reste, il avait quelque chose de plus qui lui donnait tout le pouvoir qu'il avait accumulé pendant les guerres, etc., etc. L'année 1923, un mois à la veille de la proclamation de la République. En réalité, Atatürk voulait peut-être prolonger un peu la date, mais c'est à la dernière minute qu'il a décidé de proclamer, de mettre en œuvre la République, parce que même dans la Turquie moderne,
des, des insurgences, si vous voulez bien, des mouvements contre l'État avaient commencé à montrer leur existence dans le pays. Donc il fallait réagir, et après la réaction, avec la proclamation de tout ce qui était possible dans ce contexte, les lois, etc., etc., terminer, créer l'État, les lois, et en même temps tout ce qu'il fallait pour gouverner ce pays qui était en déclin total, sans rien en main, pauvre, etc., etc. Donc il a dit le moment est venu pour cette raison-ci également, et il a déclaré, et en même temps, en déclarant, il a dit, il a demandé à un professeur japonais, il a dit, qui sommes-nous en réalité? Nous avons fait la guerre, mais nous étions un empire. Qui sommes-nous? Et le professeur japonais a écrit 2 livres. Dans le premier livre, il dit la Turquie moderne, Anatolie, le territoire. Ici, il y a 24 originales et 16 secondaires. Au total, 40 différents ethniques et de différentes ethnies qui forment la nation turque. C'est très important et c'est également très risqué parce que il y a 40 différentes ethnies qui se considèrent comme ottomans. Or, le nouveau pays qu'Atatürk crée n'est pas ottoman. Il est la République. De quoi? La République de Turquie. Et quand vous dites Turquie, automatiquement, certaines ethnies peuvent se considérer un peu sous la pression du leader, et parce qu'ils ne se considèrent pas en réalité faire partie de cette nationalité, nouvelle nationalité, si vous voulez bien. Il y a une nationalité turque qui naît, mais tous ceux qui sont venus après la guerre pour se réunir encore en Anatolie, parce qu'ils partageaient la même idéologie, ils partageaient la même existence, la même toujours. Ils disent, ethnie peut-être, mais pour tout le reste, nous vivons ensemble et nous formons actuellement une entité nationale ferme. 40. C'est pas très facile, bien entendu, parce qu'une fois que la République est proclamée, avec toutes les lois qui en découlent, on a vu que la réalité ne correspondait pas tout à fait à ce qu'ils escomptaient d'arriver dans leur jugement antérieur. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, Atatürk a souffert. Par exemple, je vais vous donner seulement un petit exemple. Atatürk a proclamé les 2 à la fois. Bon, le 29 octobre, c'est fini. Et tout de suite après, il fallait régler le problème de religion. Parce que dans l'Empire ottoman, la religion, Cheikh l'Islam, comme on disait, n'est-ce pas, Cheikh l'Islam existait, c'était un autre problème. Cheikh l'Islam doit partir,
Et ensemble avec Shahulistan, qui est-ce qui doit partir ensemble? Khalifa. Est-ce possible? Alors, le Japonais dit dans son deuxième tome, c'est très net, il dit, moi, j'ai trouvé en Anatolie 14 différents groupes religieux qui gouvernent la Turquie actuelle. 14 différents groupes, on les appelle Cemaat, les Cemaat. Leur nombre a dépassé 400 000 en Turquie actuellement. C'est-à-dire à l'époque, même 14 étaient considérés comme étant récessifs et très dangereux. Aujourd'hui, nous sommes au-delà avec plus de 400. Enfin, ça arrive parfois. Restons de bons croyants, c'est ça qui compte le plus. Voilà. Et il a mis devant Atatürk les chiffres qu'ils avaient obtenus du peuple. Je passe en revue en vitesse. Qu'est-ce que nous étions? Qui étions-nous un mois à la veille de la proclamation de la République et de l'indépendance tous ensemble? Nous avions un budget de 100 millions de livres turcs, mais avec un livre turc qui n'avait aucune valeur parce que la République n'était pas encore vivante. Vous dites, nous avons notre banque centrale, etc., tout va bien, d'accord, mais alors, vous avez de l'argent, vous devez utiliser l'argent qui vous reste du passé, c'est pas faisable, etc., mais en tout cas, nous avons 100 millions de livres turcs de richesse. « 43% agricole, 11% industrie et 46% le reste. C'est normalement la richesse turque. Mais maintenant, quand je viens en bas à ce qui, à quoi correspondent ces chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? Mon Dieu. Nous avons une population de 13 millions. Et la première, nous avons été comptés pour la première fois en 1927. Donc, ce chiffre, c'est en réalité de 1927, mais c'était une estimation, donc, grosso modo, c'est de l'ordre de 13 millions que nous étions, et avec 40 différents ethnies compris. La richesse par tête d'habitant, 46 dollars seulement, 46 dollars. En livre turc, 233 livres turcs, un livre qui n'existait pas. Et puis, notre exportation était 50 millions de dollars au total. On n'exportait rien en réalité, on continuait à importer de la Turquie à l'époque, donc cela a été compté comme une exportation, 50 millions. Et l'importation turque à l'époque correspondait à 87 millions de dollars. Donc déficitaire, et on ne savait pas comment combler ce déficit. Ceux qui vivent dans les villages, les petits villages anatoliens, 84% de la population turque. Je dis turque, mais la condition que, comme je vous ai expliqué, il y a 40 différentes ethnies. Donc, qui est turc, qui ne l'est pas, etc., c'est encore une autre question à discuter à long terme. Mais à l'époque, je dirais turc, 84%.
Et le nombre d'ouvriers, c'est seulement 3,5%. Donc en réalité, nous avons 15% de l'industrie, mais avec le nombre d'ouvriers travaillant effectivement, 3,5%. Combien de commerçants? Seulement 9. 9% de la population était commerçant. Et ça, pas riche. Ceux qui travaillaient pour l'État, parce que les fonctionnaires n'existaient pas, il y avait des fonctionnaires et ceux qui travaillaient pour l'État également, l'ensemble, 5% seulement dans le pays. Et seulement 10% étaient lettrés. Personne ne savait lire. Personne ne savait ce qu'étaient les Turcs à l'époque. L'arabe, personne, plusieurs langues, mais lui compris. Et il y avait 4894 écoles, 10 238 professeurs, 341 000 étudiants. Mais le sexe féminin n'existait pas. Parmi les professeurs, seulement 1217 sont des femmes. Et parmi les étudiants, 9,4% sont tout est masculin. Rien n'existe. Il y a 40 000 villages. Il n'y a pas d'école en 38 000 de ce village. Mais par contre, il y a 10 000 mosquées. Et dans les 10 000 mosquées, il y a 10 000 imams avec le reste du personnel nécessaire. Dans toute la Turquie, il y a toute une Anatolie. 554 docteurs. 3/4 de ces docteurs vivent dans les grandes villes. Istanbul, Izmir, etc. Il y a des apothicaires. Le nombre, c'est seulement 69. La totalité du pays. Et pour donner naissance, nous avons en Turquie le système EBE. Le nombre des EBE dans le pays, c'est seulement 136. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de hemşire. Hemşire, c'est quoi? Infirmière. Infirmière, non. Doit être infirmière, c'est pourquoi j'ai dit hemşire. Doit être infirmière, mais non, parce qu'une femme n'a pas le droit de toucher un homme. Alors, il y a seulement 4 infirmières dans tout le pays, et plus rien. 4. Et vous avez quel courage, mon Dieu. Seulement 5 lits dans les hôpitaux pour 10 000 personnes. Le nombre total des lits, la grande partie étant dans les grandes villes et encore, 6 437. Il y avait de petites, soi-disant hôpitaux. Leur nombre s'élevait
à combien seulement 86. Pour l'ensemble du pays, c'est 86 hôpitaux, soi-disant. Le nombre infantile, 25%, fringué. Enfin, une belle maladie de l'époque, 1 million de morts par an. Trauma, 3 millions, etc., etc. La mort des mères donnant naissance à leurs enfants, 18%. Il y a 5 millions qui travaillent et 4,5 en agriculture. 0,5 soi-disant travailleurs ailleurs. Le nombre des usines, enfin, il n'y a pas d'usine en réalité, c'est très petit tout ça. Le nombre, c'est 10 seulement. Laissons là parce que Atatürk prend le pouvoir et donne la parole à son peuple de le transformer en un pays riche et capable de se gouverner dans le cadre d'un nouveau régime avec lequel le pays n'a jamais eu connaissance du tout depuis son début, à partir de l'Empire ottoman, pour la première fois. Atatürk a rencontré bien entendu des difficultés. Par exemple, ceux ils avaient gagné pendant la guerre de l'indépendance, ensemble avec ses coéquipiers. Au moins 5 d'entre eux étaient très proches d'Atatürk, ils étaient de très bons amis, mais ils ne voulaient pas que Halife soit dissous. Donc il y a eu un grand problème, il y a eu une séparation totale dans le jugement. La première séparation, éclatement du système, commence à se faire jour tout de suite après la proclamation. Je termine, parce que vous le savez déjà, je vais vous donner comment Atatürk a pu réussir. C'est impossible avec tout ce que je partage avec vous. Comment? Maintenant, ici, j'ai pris quelques notes avant de venir vous rencontrer. Qui était Atatürk? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Tout le monde dit ici le siècle turc, etc. Et quand je lis les articles concernant Atatürk, c'est un génie. Sans aucun doute, c'est un génie. C'est impossible avec ces chiffres de réussir. C'est un génie, d'accord. Mais est-ce suffisant? Pas du tout. Je vais tout simplement vous lire les notes que j'ai prises avant de venir. Et là, je vais arrêter. 3 choses. Abolition du sultanat, 1er novembre 1922. Regardez bien. 1er novembre 1922. 22, c'est quoi? La guerre. Nous avons gagné la guerre. Après la guerre, automatiquement, la dissolution du sultanat. Et le sultan s'en va où? À Malte. L'île de Malte, c'est le refuge du sultan. Il quitte le pays
avec un destroyer, avec une frégate britannique pour réfugiés, etc. Bon, une année avant la proclamation, donc le premier pas, voilà, il est là. Le 1er novembre 1922, tout de suite après, le 29 octobre, je l'explique un petit peu, 23, et puis l'abolition du califat, 3 mars 1924. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple. À un moment donné, c'est plus proche, commence à s'interroger qu'est-ce qu'Atatürk veut faire, est-ce qu'il veut éloigner la Turquie de sa religion, etc., etc. Donc, ils sont contre. Et pour régler cette affaire, il a dû se battre encore 2 années, et c'est seulement le 3 mars 1924 que le problème a pu être résolu. Ceci étant, je vous donne également un autre chiffre pour vous montrer, même aujourd'hui en Turquie, nous avons ce problème de quoi? De laïcité. La laïcité, en réalité, il n'y a pas de laïcisme. Vous savez que la laïcité, c'est une loi de 1905 en France. Et ce n'est pas du pragmatisme en réalité, c'est tout simplement une loi qui est en vigueur. Et 100 ans après, quand je parlais avec M. Sarkozy, il a dit mais c'est très facile, et ajouter et les musulmans, et c'est fini. Et si on ouvre le tiroir de la laïcité, c'est impossible que la France ne se retrouve pas elle-même en 1905 avec tout ce qu'on a vécu à l'époque. Donc il vaut mieux de ne pas y toucher et puis de laisser faire avec une nouvelle loi. Et la France n'a pas pu mettre seulement 2 mois et l'islam pour résoudre le problème. La France a dû passer une nouvelle loi pour ce faire. En France aussi, la laïcité, c'est très controversé, c'est très discutable. Et en Turquie, en 1924, 3 mars, le califat s'est terminé. Mais la loi sur la laïcité a pu passer au Parlement turc seulement en 1936. Atatürk, l'homme fort, 24, réussi, mais 836, 12 ans. Le changement de la loi était abordé pour la première fois en 1934 par la suite, 24-34, et avec une nouvelle loi en 1936 et que la Turquie a passé à la laïcité. Heureusement que la Turquie est restée laïque, parce que chaque fois qu'ils essaient de rétablir l'ancien régime, il y a automatiquement un obstacle majeur qu'ils ne savent pas surmonter, sursauter, ainsi que nous continuons. Bon. La Turquie adopte les 6 principes de base du nouveau parti. Le nouveau parti, c'est CHP. Halk Partisi, Parti du Peuple. Et il représente avec 6 flèches la base du kémalisme que l'on a appelé par la suite en 1932. On a nommé ce développement le kémalisme. Il n'y a pas de kémalisme en réalité, parce que c'est très, comment dirais-je,
c'est politique, après tout. Or, avec Atatürk, il n'y a pas de politisation. Il y a un réalisme total. Donc, il ne s'est jamais de considéré comme étant le précurseur d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours eu un écart sûr et certain avec cette approche qui, pour lui, était extrêmement difficile et dangereuse. Bon, après quoi, en 1935, les 6 flèches sont devenues, par une loi qu'on a acceptée au Parlement, la base, la politique de base pour l'État tout entier de la République turque. Qu'est-ce qui représente les 6 flèches? République, nationalisme, populisme, laïcité, étatisme et réformisme. En réalité, quand vous regardez comme ça, c'est extrêmement difficile parce que réformisme avec laïcité ou c'est pas nationalisme avec république, etc. Tout ça, c'est difficile à digérer ensemble. Il faut mettre pas mal de choses qui se concordent totalement, mais Atatürk a réussi. Comment il l'a fait? Intéressant. Et voilà, qui est Atatürk. Comment il a pu réussir? Je vous cite certains extraits de ses paroles qu'il a prononcées dans différentes occasions, mais qui vous démontrent qui il était, comment il était, quel genre de leader il était. Il dit: liberté et indépendance sont mon caractère. Liberté et indépendance. Dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de la politique, finance, économie, justice, militaire et culture, mon dicton est l'indépendance ou la mort. Ou bien je meurs, ou bien vous acceptez, et c'est la Turquie moderne. La souveraineté appartient au peuple, rien qu'au peuple. Je n'entre pas dans les détails d'aujourd'hui, mais c'est autre chose. L'unité et la solidarité du peuple est essentielle. L'unité et la solidarité du peuple est essentielle. Hein? Nous en souffrons énormément actuellement. Elle doit être accompagnée du principe de paix dans le pays et au monde. Sans quoi, ce n'est pas acceptable. La Turquie moderne doit être contemporaine et modernisme doit être basé sur la science et le rationalisme, accompagné de l'amour pour l'humanité. Ça, c'est Atatürk. Je peux vous dire beaucoup de choses concernant Atatürk encore, mais si nous sommes toujours debout, et si nous sommes encore plus forts que jamais, ce n'est pas parce que cela nous a été envoyé du ciel, parce que nous avons eu un homme qui se montrait plus au-delà
de ce qu'il était pour nous faire comprendre que ce qu'il a dicté jusqu'à présent sont irréversibles et c'est seulement pour sauver la Turquie qu'il faut la respecter. Actuellement, il y a eu encore une petite recherche. Je suis à l'université également, là aussi nous faisons de temps en temps de petites recherches locales. 66% des élèves croient en Atatürk. Ils disent c'est lui seul qui est capable avec ses principes, c'est lui seul qui est capable avec ses principes de sauver ce pays de la mauvaise voie dans laquelle elle veut entrer. Donc, je termine avec une anecdote. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, Mozart est un grand compositeur. Salieri, italien, il est en rivalité totale avec Mozart, mais il n'est jamais son égal. Et donc, Salieri n'est pas content du tout et il attaque toujours. Un jour, très jeune, Mozart meurt. Et c'est la fête, la déclaration de la fête personnelle pour Salieri. 10 ans passent et tout le monde est autour d'une table pour parler un peu de Mozart. Ils disent 10 ans passés entre-temps, c'est toi et Salieri. C'est toi qui dois nous expliquer tes propres sentiments après 10 ans, après la mort de ce grand homme. L'as-tu oublié ou qu'est-ce que tu as? Il dit, au contraire, je suis encore plus en haine contre lui que jamais. Mais comment ça fait? Il est 10 ans, il est mort. Il dit non, après 10 ans, il est... Bon, je suis toujours là, bon, enfin tout le monde me connaît, d'accord, aucun problème. Mais je n'ai pas pu le trouver là où je voulais le mettre. Il est toujours 1000 fois devant moi qu'il court. 10 ans ont passé et je suis toujours derrière lui, essayant de le rattraper une fois. Atatürk, dans ce contexte, il n'y a rien à expliquer. C'est notre sauveur. Et dorénavant, il le restera de tel comme ça. Comme un homme humble, c'est citoyen de cette République, personne ne peut y toucher non plus à ma République, à mon indépendance et à mes libertés, lesquelles ont été atteintes dans le cadre des chiffres que j'ai partagés avec vous. C'était peut-être un peu long, mais c'était très français après tout. Comme je me suis excusé avant de commencer, si je dépasse, excusez-moi. Merci beaucoup. Ali Bey, Ali Bey, şeyi bir kapatalım.